Je vais vous présenter Nelly Lass. Elle est historienne, spécialiste du judaïsme contemporain et du féminisme. Elle a publié de nombreux ouvrages sur le sionisme, l'antisémitisme et les mutations religieuses et idéologiques. Le thème de la conférence qu'elle nous propose, c'est « Que signifie le sionisme aujourd'hui ?» Alors, je me suis basé pour cette question j'ai pris appui sur une tribune que j'ai trouvée dans Libération et qui date du 30 mai 2013. C'était l'écrivain Avraham Boli Yeshua, plus connu sous Aleph Bet Yoshua, et qu'il a intitulé « Ce que le sionisme veut dire ». Le terme de sionisme est fondamentalement simple, clair et facile à définir, à comprendre et à justifier. Cependant, au cours des 20-30 dernières années, ce terme s'est transformé en une notion plus confuse. La droite l'ajoute comme une sorte de crème chantilly pour améliorer le goût de mets douteux, tandis que la gauche l'envisage avec crainte, comme une sorte de mine susceptible d'exploser entre ses mains, qu'il convient de neutraliser avec toutes sortes d'ajouts bizarres du genre sionisme raisonnable ou sionisme humanitaire. Voilà un petit peu ce que disait dans sa chronique Abbé Yoshua. Inspiré par Theodor Herzl, il a défini ainsi le sionisme, du moins le sioniste. Un sioniste est un individu qui désire ou soutient la création et la fondation d'un État juif en terre d'Israël à cause de l'attachement historique du peuple juif à cette terre. Alors j'ai 3 questions pour commencer. Dans cette définition, est-ce qu'on peut remplacer sioniste, individu, par sionisme, mouvement ? Et ça donnerait le sionisme est un mouvement qui désire ou soutient la création, la fondation d'un État juif en terre d'Israël à cause de l'attachement historique du peuple juif à cette terre. Une question découle donc. D'après cette définition, et alors que l'État d'Israël est créé depuis plus de 70 ans, est-ce qu'on peut encore parler de sionisme, puisque l'État d'Israël est créé? Et pour lancer la conférence de ce soir, y a-t-il une nouvelle définition au sionisme? Voilà, Nelly, vous avez 1 heure pour répondre. Merci. Tout d'abord, il faut que je vous dise que vous êtes de toutes les communautés qui m'ont reçu, vous êtes la seule communauté qui a été intéressée par ce sujet. Dans la plupart des sujets, je l'introduis, puisque c'est l'organisation sioniste mondiale qui m'a demandé, qui m'a délégué pour ces conférences. Et par son département de la promotion, ça s'appelle le département de la promotion de l'Aliyah, et avec le soutien de Ofek Israeli, une agence du gouvernement qui soutient aussi l'Aliyah dans le monde. Donc ils m'ont demandé de venir vous parler de certains sujets, qui sont mes sujets universitaires ou des sujets que j'ai publiés sur les femmes dans le mouvement sioniste, les femmes dans la construction d'Israël, parce qu'il y avait la Journée internationale des femmes. Et là, je vais vous parler du sionisme. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, parce que surtout aujourd'hui, où partout on parle d'antisionisme, même le président Macron dit « Ah, l'antisémitisme, c'est l'antisionisme et l'antisémitisme ». On en parle en ce moment, on se demande pourquoi. C'est un sujet qui existe depuis vraiment plus d'un siècle, et donc on va essayer de le définir. Je pense qu'il est important de définir. D'abord, en fait, ce n'est pas une interrogation, puisque ce qu'on appelait le programme de Bâle, dans le premier congrès sioniste, qui est en 1897, l'avait défini. Le sionisme a pour but un foyer national, légalement garanti et publiquement reconnu pour le peuple juif en terre de Palestine à l'époque. Donc c'était créer un État. Bon, l'État existe. Alors est-ce qu'il y a encore est-ce que c'est encore une interrogation? Est-ce qu'il y a une question à poser? Pourquoi donc analyser, expliquer le sionisme, remonter à ses origines? D'abord pour soi-même, parce qu'il faut qu'on comprenne notre histoire. L'histoire du sionisme fait partie maintenant de l'histoire juive à part entière. Et parce que on doit répondre à des critiques partout dans le monde. Vous savez qu'à l'étranger, le sionisme est partout attaqué.
Il y a une déclaration de l'ONU qui stipulait que le sionisme est une forme de racisme. Bon, heureusement, elle a été supprimée. On a des mouvements de boycott comme le BDS, vous avez sûrement entendu parler, des intellectuels, même juifs, qui dénoncent le sionisme comme une sorte de colonialisme, de racisme. Donc, est-ce que le sionisme, le terme sionisme est un échec? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va essayer d'analyser, de déconstruire ce sujet, d'essayer de chercher les origines et son histoire. Raconter un peu son histoire. Alors, il y a le mot même sionisme, ça vient, si on le partage en deux, c'est le sion et un isme. Déjà, dans le terme sionisme, vous avez un mot ancien, c'est l'an prochain Jérusalem, Sion, là, c'est l'ancien. Et vous avez un isme, comme socialisme, féminisme, enfin tous les ismes modernes. Donc il y a un côté moderne et un côté ancien. C'est ce qui caractérise en fait ce terme, sionisme. Alors ça vient d'abord, d'une part, c'est une continuité de la destinée juive, de l'an prochain à Jérusalem. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. C'est la réalisation d'une aspiration millénaire qui devait mettre fin au peuple juif, on pensait à un temps messianique. Retrouver une terre promise. Alors, d'une part, c'est réaliser nos prières, les prières de religieuses. L'autre aspect, c'est plus lié à la modernité. Alors, le terme sionisme, en fait, a été créé au XIXe siècle et nous essaierons de voir d'où ses origines et son contexte. Alors là, c'est l'époque où on est moins... il y a une fracture dans le peuple juif, il y a une nouvelle modalité de l'existence juive. On veut rompre avec le passé, qui est de la diaspora, créer un nouveau juif, actif, créatif. Certains disent viriliser le juif, parce que le juif était considéré comme par certains, comme efféminé même. Alors il y a deux visions qui sont en apparence contradictoires, mais en fait elles se complètent. Donc le sionisme est à la fois une rupture et un prolongement du judaïsme. Parce que le nouveau, le sionisme moderne, va s'appuyer sur l'ancien pour se légitimer, en fait. Bon, comment l'idée a commencé? Bon, il y a eu l'émancipation des Juifs, tout le monde le sait ici, vous êtes en France, pendant la Révolution française, après des siècles de ghetto. Alors, l'époque de Lumière, on va accorder aux Juifs l'égalité, mais sous condition. Comme disait à l'Assemblée nationale, après la Révolution, Clermont-Tonnerre, on donnera tout aux Juifs en tant qu'individus, mais rien en tant que nation. C'est-à-dire vous pouvez pratiquer votre religion en privé, en tant qu'individu, mais oublier la notion de nation juive. Alors donc l'émancipation va gagner l'Europe de plus en plus. Donc c'est une des alternatives pour résoudre, à l'époque, au début de l'époque moderne, bon, il y avait l'antijudaïsme chrétien qui existait depuis déjà des siècles, mais alors les Juifs pensaient puisqu'ils vont avoir l'égalité des droits, on va être comme les autres, on va s'intégrer, et il n'y a pas de raison que cette haine du Juif ou cet anti-judaïsme, il n'y a aucune raison que ça continue, que ça existe. Donc les Juifs ne seront plus, d'après eux, stigmatisés et il n'y aura plus d'antisémitisme. Donc les Juifs vont commencer à s'intégrer dans la société européenne, ils prennent de l'importance dans la vie intellectuelle, partout en Europe. Mais on se rend compte que le problème juif existe encore. Un nouveau terme apparaît vers 1873, le mot antisémitisme, qui n'existait pas. On parlait de l'antijudaïsme chrétien, mais il n'y avait pas, c'est un mot tout à fait nouveau. C'est un journaliste de Hambourg, Wilhelm Marr, qui l'a inventé. Alors, cet antisémitisme est une idéologie, en fait, moderne, parce qu'ils pensent que les Juifs, c'est un peuple sémite. En fait, c'est une race, c'est une forme de racisme. C'est-à-dire que c'est une nouvelle haine des Juifs
qui est pas uniquement religieuse, puisqu'on est moins religieux, mais on va s'éloigner des Juifs, on va détester les Juifs ou les persécuter, parce qu'ils sont une race qui est, de toute façon, qu'on ne peut pas, qui est inassimilable, et ce sont des sémites, ou c'est une race. Bon, tant que c'était une religion, tant que c'était de l'anti-judaïsme, on pouvait se convertir. Hein, il y a un juif qui se convertit, il y a une solution, il devient chrétien. Mais si on vous dit, vous pouvez vous convertir, vous restez, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Hitler, c'est que même à toutes les 3 générations, vous êtes de race juive. À partir du moment où ça devient un racisme, ce n'est plus possible de résoudre ce problème. Ils sont dans une impasse, les Juifs sont dans une impasse. Alors justement, ils pensaient que les Juifs commençaient à s'intégrer. Et là, ce qui s'est passé en 1881, il y a eu un grand choc parce qu'en Russie, il y a eu une série de pogroms. Et en Russie aussi, des Juifs commencent à s'intégrer, à se rapprocher des populations. Et plusieurs d'entre eux, beaucoup d'entre eux, 10 000 d'entre eux au moins, des milliers d'entre eux, vont immigrer aux États-Unis, en Argentine, au Canada. Et une partie d'entre eux, près de 10 000 Juifs, ont cette idée d'aller en terre d'Israël. Parmi eux, il y a un groupe de jeunes qui s'appellent les étudiants de la ville de Kharkov, ils se font appeler les Bilou. Bilou, c'est les initiales de Bet Yaakov Lechu Venelcha, maison de Jacob, puisqu'on a parlé de maison de Jacob, partons. Et le leader de l'association est un médecin qui s'appelle Léo Pinsker, un médecin russe qui était aussi qui prenait l'assimilation. Il disait bon, on va s'intégrer, et puis il n'y a aucune raison que même en Russie, on peut s'intégrer et être s'intégrer aux populations. Et après ces pogroms, il a compris, il a publié un livre qu'il a appelé en 1882, auto-émancipation. C'est dit, jusqu'à présent, on a essayé avec l'émancipation, mais on voit que ça ne marche pas. Il est temps que le peuple juif s'auto-émancipe. C'est un terme qu'il invente. Et pour lui, il faut aller. Il ne pensait même pas à la Palestine, il ne savait pas où. Mais il a dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on quitte. Et qu'on fasse un État à nous. Il a eu cette idée. C'était avant Herzl. D'ailleurs, Herzl, quand il a su, bien après, il a dit, si j'avais lu le livre de Pinsker, peut-être que je n'aurais pas écrit le mien. Alors, quelques années plus tard, c'est-à-dire tous les Juifs pensaient que, du fait d'être intégrés, qu'il y a une invisibilité juive, que, en fait, mais ils se rendent compte, justement, que l'antisémitisme disparaîtrait, mais justement, cette invisibilité, il s'avère, renforce parfois la haine. La preuve, pour les reconnaître, on leur a mis une étoile jaune, parce qu'ils sont méconnaissables, les Juifs ressemblent aux autres, et il fallait les marquer, quoi. Alors, en 1894, un journaliste viennois, correspondant à Paris, qui s'appelait Théodore Herzl, il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus. Bon, tout le monde connaissait l'histoire. Pour les Juifs de tous les pays d'Europe ou d'ailleurs, la France était un exemple. La France, c'était l'exemple parce qu'ils ont intégré les Juifs, ils ont donné les premiers l'émancipation, c'est le pays des droits de l'homme. Bon, alors le choc est encore beaucoup plus grand quand il se passe une haine antisémite de ce genre, comme ce qui s'est passé dans la dégradation de Dreyfus, qui était un homme tout à fait intégré, assimilé. Bon, il n'y avait pas, c'est pas comme on dirait aujourd'hui, non, voilà, il est marqué, il ne fallait pas qu'il mette la kippa, il ne fallait pas ceci, il ne fallait pas cela. Mais c'est un homme intégré et alors Herzl a été vraiment choqué. Et il est allé voir, il s'est mis à réfléchir, parce qu'il a toujours réfléchi à cette question.
il est allé voir des notables, le baron de Rich, le baron de Rothschild. Il a essayé de leur expliquer cette idée de créer un État. De créer un État. C'est vrai que pour l'époque, c'était surtout en France, où les Juifs, enfin dans certains pays où les Juifs, même en Allemagne, les Juifs étaient totalement intégrés. Pour eux, c'était des Français à part entière. Leur dire on va créer un État juif, ça paraissait aberrant. Alors je vous donne un exemple. Lui, Herzl est allé voir un membre de l'Alliance. Et il lui a proposé son idée. Alors l'autre, il lui dit, écoutez, je suis français, moi je suis français, je ne comprends pas, je ne vois pas un État où il a pris pour un fou, quoi. Et Herzl lui a répondu, lui a dit, écoutez, ça c'est une question de solidarité, une solidarité. Vous savez que déjà au milieu du 19e siècle, il y avait des Juifs étaient... Il y avait ce qu'on appelait l'affaire de Damas, où des Juifs, il y a eu un assassinat à Damas, très loin, là-bas, en Syrie, et les Juifs ont été, les notables de la ville de Damas ont été arrêtés et ont été torturés. On leur a dit c'est les Juifs, ils ont accusé les Juifs. Qui allait les aider? Alors, il y avait des notables de France. C'est alors qu'on a créé, peu après, on a créé l'Alliance israélite universelle pour aider les Juifs des autres pays. Il y a eu aussi des Montefiori d'Angleterre. C'est-à-dire, il y avait vraiment une solidarité qui s'était créée, une solidarité internationale pour aider les Juifs de partout. Alors, ce que Herzl a dit à Narcisse Leven, voilà, je vous dis son nom, il lui a dit, écoutez, moi, je suis un Juif viennois. À Vienne, à cette époque-là, il y a un Juif, un maire qui a été élu à Vienne sous un programme antisémite. À l'époque, c'était bien avant Hitler, c'était avant même le début du XXe siècle. Il lui dit, chez vous, en France, il y a cette affaire Dreyfus. Alors, il dit, moi, je suis juif viennois. Pour moi, l'affaire Dreyfus, ça m'a énormément perturbé, touché. Et vous aussi, en tant que Français, le fait qu'un Viennois antisémite soit élu même à Vienne, il y a tout de même une solidarité juive. Parce que quand un Juif est torturé quelque part, ou en Russie, il y a des pogroms, on le voit aujourd'hui de toute façon. Mais c'était avant la création de l'État d'Israël, bien avant Israël, parce que c'est vrai que l'idée de Herzl, c'était un État qui pourrait défendre les Juifs partout. C'est un peu ou une séparation. En fait, une séparation. C'est-à-dire que cette intégration des Juifs en diaspora a été un fiasco, puisqu'on voit que même si on est complètement assimilé, qu'on devient comme Dreyfus lui-même, intégré, assimilé, invisible dans la population, il y a cette haine du juif qui se perpétue. Donc il faut se séparer. Ce qui est intéressant, il y a même, ça c'est du point de vue laïque total, parce que Herzl était laïque. Mais il y a des rabbins qui, quand il y a eu la modernité, qui étaient contre eux, ils étaient contre l'intégration des Juifs parce qu'ils voyaient qu'il y avait l'assimilation et que la religion, elle commençait à disparaître. Il y a un rabbin qui était le rabbin de Presbourg, un grand rabbin, un chef spirituel, on l'appelait le Khatam Sofer. Il avait fait un sermon, il était évidemment contre l'assimilation. Et il a dit, vous savez pourquoi les Juifs ont été expulsés d'Espagne à l'époque? Il leur a dit parce qu'ils se sont trop mêlés à la population. Il a dit ça du point de vue religieux, il faut s'en séparer. Parce que ça crée une haine entre eux et nous. Ce qui est intéressant, c'est du point de vue religieux, il y a ce côté séparatiste. Mais Herzl y a pensé, alors que c'est un homme totalement laïque, il a pensé qu'il fallait peut-être créer un État, partir
quitter, parce qu'il a essayé toutes les solutions, il a réfléchi à toutes les solutions. Il a dit même si on se convertissait tous, cette haine persiste. Alors il a trouvé cette solution, ce qui est la solution d'un État. C'est-à-dire aujourd'hui ça vous paraît tout à fait naturel, mais à l'époque c'était une folie. Quand on leur disait ça, les Français avaient très peur. De toute façon, je vous dirais même en 1942, il y avait un manque de solidarité, dans ce sens où les Juifs français croyaient encore naïvement qu'on n'allait pas les arrêter, qu'on allait arrêter, on arrêtait la milice, ou les Allemands arrêtaient les Juifs polonais ou d'autres origines, mais ils disaient, nous, Français, on ne craindra rien du tout. Donc, vous voyez que l'idée de créer un État n'était pas une évidence. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les Juifs de France et le sionisme, de l'affaire Dreyfus à la Seconde Guerre mondiale, et j'ai vu comment, au début, il y avait l'Alliance était contre, il y avait la plupart des Français disaient, ah non, nous on est intégrés. Et ils avaient peur en plus. Ils disaient, si il y a un État, s'il y a un État juif, alors nous, ils nous considéreront comme des étrangers. On va peut-être nous expulser. Enfin, il y avait cette peur-là. Donc, c'était pas évident. C'est pas que tout le monde a accepté l'idée d'État. Ça a pris beaucoup de temps, même au début de la création, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être, je pense que c'est la guerre des 6 jours, et ensuite, par la suite, qui a créé cette solidarité entre la diaspora et Israël. Donc il y a plusieurs questions qui se posent dans la question du sionisme. Une fois qu'on parle de l'État, parce que Herzl a écrit un livre qui s'appelle « L'État des Juifs ». On l'a traduit « État juif », mais en fait « État des Juifs ». Mais c'était important, c'est-à-dire le sujet, est-ce que c'est un État juif ou un État des Juifs? Quelle est la différence? Un État juif, c'est-à-dire qu'il y a toutes les caractéristiques juives, donc il devrait un peu être plus religieux. Ou un État des Juifs, c'est-à-dire un refuge pour les Juifs. Alors pour beaucoup de Juifs, l'État d'Israël, c'est un refuge. Vous voyez des Juifs de Russie du RSS qui se sont enfuis. Pour eux, ils ont trouvé jusqu'à présent, les Juifs d'Éthiopie. Il y a disons pour ceux qui viennent de France aujourd'hui, où la France est un lieu plus ou moins libre. Vous avez aussi de l'antisémitisme, mais vous partez volontairement. Personne ne vous chasse du pays, mais vous partez peut-être parce que vous voulez retrouver pour vos enfants plus de judaïsme. Donc c'est le côté qui caractérise juive, c'est-à-dire un État juif, mais un État des Juifs. C'est-à-dire il y a les deux en même temps. Il y a aussi la question on veut normaliser l'existence d'Israël, des Juifs. Alors on demande, est-ce que c'est un État comme les autres ou on doit faire un État exemplaire? C'est vrai que tout le monde pense qu'Israël doit être exemplaire. Dès qu'il se passe quelque chose de pas très, un peu négatif, enfin, on est un État, il y a des choses bien et des choses mauvaises, alors tout le monde dit, regardez, Israël. C'est-à-dire, Israël est regardé à la loupe pour c'est-à-dire dès qu'il y a une action qui paraît négative, tout le monde est atrocement, on leur dit Israël, c'est un État plus négatif. Je ne donnerai pas les termes. Il y a aussi la question des relations Israël-diaspora qui est très, très importante dans le sionisme, c'est-à-dire parce qu'au départ, il y avait beaucoup de juifs, surtout d'Europe orientale et tout, qui voulaient quitter la diaspora. Pour la diaspora, c'est le juif passif. Ils voulaient créer un nouveau juif qui est actif, qui crée une nation, créer un territoire. Bon, il y a le fait le plus extraordinaire en fait du sionisme en fait. Vraiment, ce qu'il a renouvelé, c'est la renaissance de la langue hébraïque moderne. Herzl ne pensait pas que ça pouvait arriver. Lui, il a pensé, il ne savait même pas quelle langue on pourrait parler. Mais il y a eu, la langue hébraïque, c'était une langue sacrée, des prières. Il y a eu un projet d'un homme extraordinaire, Eliezer Ben Yehuda, qui voulait faire de cette langue une langue populaire, une langue parlée. Et ça a été très difficile, ça n'a pas été évident. Alors, d'une part, l'hébreu nous relie au passé, à Moïse, aux prophètes, et ça donne une unité au peuple.
l'hébreu, hybride, vous voyez même à l'étranger, vous allez à l'UPA, vous voulez apprendre l'hébreu. C'est un des premiers pas que vous avez pour une relation avec Israël. Alors, je vais parler maintenant un peu des critiques envers le sionisme, puisqu'on a commencé par, c'est-à-dire notre sujet commençait par, c'est-à-dire si on parle du sionisme, c'est parce qu'on critique. Alors, comme je vous l'ai dit, avant l'État d'Israël, bon, les Juifs assimilés disaient bon, c'est une folie, et en plus ça va attiser l'antisémitisme, on nous prend pour des mais les ultra-orthodoxes aussi n'étaient pas pour. Ils pensaient que c'était une hérésie, qu'il fallait attendre la Géoula, il fallait attendre le Messie, le Mashiach. Mais il y a certains Juifs orthodoxes, comme le rabbin Kook, le Rav Kook, Abraham Yitzhak Kook, qui sont très orthodoxes, mais qui considèrent que le sionisme fait partie intégrale du projet divin, de la Géoula. C'est-à-dire, c'est que, bon, on ne connaît pas ce que Dieu, les projets de Dieu, mais disons qu'avec ces juifs-là complètement religieux, pas religieux, qui font ces chaloutsim, qui travaillent la terre, qui créent c'est un peu l'instrument de Dieu pour la Géoula. C'est sa théorie, la théorie du Rav Kook. Donc, même les sionistes laïcs accomplissent, disons, le retour à Sion. Donc, cela annonce l'arrivée des temps messianiques. Donc, quel est le socle commun entre, bon, comment il sera cet État, c'est ça? Comment il allait être? Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Bon, Herzl n'a pas, bon, pour lui, c'était un homme qui connaissait pas tellement le judaïsme, donc il n'a pas, lui pensait que ce serait un État sans un État. Non, lui pensait, il n'a pas pensé à la question arabe d'abord, Herzl. Il a pensé, parce qu'on était à une époque un peu coloniale, on a pensé que les Arabes seraient très contents de recevoir les Juifs, diraient bon, alors il y a parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Terre ancienne, terre nouvelle, alors où il fait, bon, il montre qu'on arrive dans cette terre, dans ce pays. À l'époque, bon, il ne savait pas comment on allait l'appeler Israël. On a décidé Israël qu'à la création de l'État. Alors, bon, il pensait qu'il allait rencontrer un Arabe il allait lui dire, il s'appelle Rachid Bey, il va discuter avec lui, il va dire, bon, puisque nos maisons ont augmenté, toute la terre, vous nous aidez, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas tous ensemble, et que, bon, donc, lui, il avait cette idée un peu utopique, que ça irait bien, qu'il y aura aucun problème avec les Arabes. Mais il y avait d'autres qui avaient bien vu cette question, que cette question allait se poser. C'est un des premiers sionistes aussi, du sionisme culturel, qui se faisait appeler Achadam, qui est connu sous le Asher Ginsberg, mais on lui a donné ce nom, un du peuple. Lui, il avait lu, il a dit la question. Il avait écrit un article en disant c'est une question épineuse, et vous verrez que c'est une question épineuse, la question du rapport avec les Arabes. Ça, c'était vraiment au début du XXe siècle, hein, en 1900 et quelques. Pour dire que c'est pas, c'est-à-dire, tout le monde n'a pas prévu ce qui allait se passer. C'est-à-dire, il y avait des gens plus réalistes, des gens qui pensaient que on sera ensemble et qu'il n'y aura pas de conflit. Donc, comment va être ce pays? Là aussi, comment? Parce qu'une fois qu'on a pensé à un État, comment? Alors, est-ce qu'il va être socialiste, capitaliste, religieux? Il y aura, on verra, les querelles du Shabbat, la cacheroute, le mariage, le rapport avec les voisins arabes. Donc, est-ce qu'il y aura un État, deux États? En fait, toutes les divergences qu'on connaît en Israël et qui vont constituer les partis politiques. Ça, c'est pour comment sera cet État, hein, parce que comment il sera et comment il est. Bon, aujourd'hui, hein, vous pouvez voir, des gens qui peuvent témoigner qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui ont été faites et qui sont en train d'être faites. Bon, mais dans tous les États, nul n'est parfait. Alors, 2 mots sur l'antisionisme, puisqu'on parle beaucoup d'antisionisme en ce moment.
Bon, c'est-à-dire, bon, il y a toujours eu un antisionisme depuis le début. Je vous dis, il y avait au départ un antisionisme juif de diaspora qui vous disait ah non, on est bien ici, qu'est-ce que vous allez créer un État juif, ça va nous créer des problèmes. Ça va nous créer des problèmes, ils vont nous considérer comme des étrangers, et c'est une idée saugrenue. Il y avait pas aussi des juifs français, et je vous donnerai l'exemple de Léon Blum, qui était président du Conseil en France, sous le Front populaire, en 1936, et à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui, à l'époque, l'antisémitisme n'était pas interdit, on lui disait « vous êtes un juif », il disait ce nom m'honore. Et il a dit souvent « je suis français, je suis socialiste et je suis sioniste parce que français ». Pour lui, il a dit « c'est une question de droit humain ». Et que, donc, pour lui, le sionisme, à l'époque, avant la création d'Israël, qui était vraiment rejeté par beaucoup de gens, parce qu'ils disaient, même par des Français juifs, qui disaient, c'est quoi cette idée-là, qui n'y croyaient pas. Mais Léon Blum et d'autres ont approuvé, ils disaient que c'est une question humaine, sauver des Juifs, ils voyaient très bien qu'il y avait des... C'était même avant, en 1936, on n'avait pas encore Hitler, mais avant Hitler, parce qu'on oublie ce qui s'est passé à les pogroms qu'il y a eu en 1910, fin du 19e siècle, et au début, les pogroms de Kishinev, les pogroms d'Ukraine, c'était des massacres de Juifs, c'était pas juste de l'antisémitisme verbal, c'était de l'antisémitisme, de la haine et des massacres. Alors, bon, après la création de l'État d'Israël, je pense que l'antisionisme va prendre d'autres formes. Au début, ça y est, l'État d'Israël a été créé, il n'est pas question d'antisionisme, le sionisme est réalisé. C'est vrai qu'à la Beth Yoshua se pose la question, est-ce que, une fois que c'est réalisé, est-ce qu'il a une raison d'être? Mais on voit que oui, parce qu'il y a, depuis 1975, même après la guerre, déjà après la guerre dès qu'il y a eu la guerre des 6 jours, puis après la guerre du Kippour, alors aux Nations Unies, on voit que la plupart des nations, surtout du tiers-monde, s'est mis contre Israël. Et il y avait un vote automatique. En 1975, il y a une résolution qui dit que le sionisme est une forme de racisme. Ensuite, on a aussi, parallèlement à cette période, on a les négationnistes qui disent que la Shoah est une invention pour créer un État juif. Jusqu'à présent, ils disent ça a été une invention, ça n'a pas... Alors, c'est les négationnismes. Ensuite, il y a eu les intifadas, puis il y avait l'affaire du petit Mohamed, là, on l'a considéré comme un Christ. Voilà, en 2001, on a la conférence de Durban, où l'antisionisme, c'était vraiment un antisémitisme, c'était mélangé à l'antisémitisme. Alors, on est gêné un peu de se dire antisémite, en plus c'est interdit par la loi en France. Alors, il est plus facile de se dire antisioniste. Et c'est la question qui se pose en ce moment, c'est une des questions aussi en France. Et si vous voulez, on lance le débat sur ce sujet-là, sur si vous avez des questions à poser, parce que je ne veux pas trop donner mon avis, je veux que vous en parliez, et puis on essaiera d'en discuter. Est-ce que vous voulez poser des questions sur cette question-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport au sionisme, par rapport à l'antisionisme? C'est facile à dire parce que... d'abord, il y a une chose que je n'ai peut-être pas précisée, c'est qu'il y a une différence totale entre avant et après la création d'Israël, pour les Juifs de diaspora. C'est-à-dire, avant Israël, on avait il y avait des organisations de l'Alliance israélite, il y avait le Congrès juif, il y avait des organisations juives pour aider de solidarité. Mais elles n'ont rien pu faire. Elles n'ont rien pu faire pour éviter la Shoah. Ils n'ont rien pu faire. C'est-à-dire,
quand même, après la création d'Israël, les Juifs, bon, il y a cette solidarité. Israël est très impliqué. Et il y a de toute façon, même pour la diaspora, Israël est très importante. Il y a cette solidarité de chaque côté. Et je pense que on ne laissera jamais, quand il y a un problème juif en diaspora, le fait d'avoir un État, parce que à l'époque, il y avait quelques philanthropes qui aidaient les Juifs, mais qui n'ont jamais pu empêcher ni les pogroms. Et vous n'imaginez pas qu'il y ait aujourd'hui des pogroms et qu'Israël allait rester les bras croisés. C'est-à-dire, Israël a sa politique. Alors, elle a sa politique, c'est un pays démocratique. Alors, est-ce que pour faire plaisir à la diaspora, il faudrait qu'elle change sa politique? C'est un problème, c'est-à-dire c'est un État, c'est un État. Mais ils sont là à vouloir aider, à vouloir aider. Si vous voulez venir, vous êtes porte ouverte, vous pouvez venir en Israël, ils vous accueillent. Ils vous donnent il y a des lacunes, mais il y a un problème de toute façon. Je vous dis, chaque fois qu'il y a une guerre, ça fait des morts. Et Israël, maintenant, est considéré comme un État fort. Et donc, soit les Palestiniens, soit les Arabes, ils ont belle figure, puisqu'ils disent, les pauvres, ils sont malheureux. C'est tout. C'est-à-dire, il y a une guerre qui est asymétrique. C'est pas une guerre comme il y avait une guerre. De toute façon, chaque fois qu'il y avait une guerre, Israël est mal vu. Alors c'est un problème. Alors s'il ne doit pas se défendre, qu'est-ce qu'on peut faire plaisir à la diaspora? C'est-à-dire, il y a quand même un problème qui se pose, c'est qu'Israël ne peut pas être aller faire. Ils font beaucoup pour empêcher le boycott. Ils font des choses. Ils envoient ils font des. Mais je vous dis, que s'il y a par exemple, je vous dis puisque j'ai travaillé sur le féminisme, puisqu'il y a cette semaine c'était la journée des femmes. Il y avait une marche des femmes aux États-Unis très importante, et contre Trump, et puis pour le féminisme. Et une des dirigeantes, c'est une femme d'origine palestinienne qui a décidé que on ne peut pas être féministe et sioniste. C'est-à-dire, c'est une contradiction. C'est-à-dire que comme si le sionisme c'était quelque chose. Évidemment, il y a eu énormément de personnes qui ont réagi. Mais il y a des gens qui décident que le sionisme, c'est une idée négative, alors que le sionisme, c'est l'idée de créer un État pour les Juifs. Et elle n'a pas surgi, cette idée n'a pas surgi parce un journaliste viennois se promenait aux Champs-Élysées, il s'est dit, tiens, on va créer un État juif. C'était parce qu'il y avait une misère juive, il y avait des pogroms, c'est-à-dire il y avait un contexte terrible. On n'a pas accepté, c'est-à-dire les Juifs ont tout essayé, ils voulaient s'intégrer, ils se sont assimilés. Allez voir les Juifs d'Allemagne au début, avant la montée d'Hitler. C'était tous les plus grands intellectuels, les professeurs d'université. Alors, on les a considérés comme des riens du tout. On a voulu les massacrer tous. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui quelqu'un. Les Juifs étaient bien, ils étaient contents. Vous êtes contents en France, vous êtes contents, vous avez l'égalité. Mais quand vous avez et quand vous voyez qu'il y a quand même une haine qui continue, alors il y a un problème qui se pose. Alors je dis, ça vient pas de rien, le fait d'avoir voulu créer un État. Il y a eu 6 millions de morts minimum, il y a eu des atrocités qui qui ont eu lieu en Europe, le pire des génocides. Alors, la preuve, c'est qu'ils ont voulu, les nations ont accepté de créer cet État, parce que ce n'était que justice. Mais alors aujourd'hui, c'est un État qui est menacé. C'est vrai qu'ils font tout pour être le plus fort possible, parce il faut se défendre. On ne va pas aller encore à l'abattoir. Mais il faut savoir que c'était une nécessité absolue. Une nécessité. Et aujourd'hui, il faut être fort pour sauver non seulement les Juifs d'Israël, mais aussi les Juifs de diaspora, c'est-à-dire les aider. C'est-à-dire s'il y a quelque chose, les accueillir. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais c'est une porte ouverte.
un endroit où on peut vous accueillir, parce que les Juifs n'avaient pas, s'ils avaient ces moyens-là, peut-être qu'il y aurait moins de morts, moins de choses terribles. Oui, c'est pour ça que, comme monsieur a dit là tout à l'heure, puisque vous avez dit, c'est vrai que pour la question d'information, c'est vrai, on a toujours reproché aux Juifs, c'est vrai, surtout quand on est en diaspora. Bon, je me souviens aussi, il y avait une période où j'étais là, quand il y avait la guerre du Liban, et alors tous les Juifs doivent essayer de défendre, ils ne savent pas. Et, bon, ça disons, quand il y a une guerre, c'est toujours difficile de montrer les choses. Et bon, il y a une très grande propagande aussi, et puis bon, les Palestiniens savent très bien comment photographier les choses. Alors donc, c'est vrai que en Israël, bon, on est fort, comme l'Israël est fort. Moi, je préfère qu'on soit fort entre nous. Hein. Je préfère qu'on soit fort que faible, parce que quand on était faible, personne ne nous a protégés. Alors, vaut mieux être fort. Mais quand on est fort, on est mal vu, on n'est pas. Bon, ben. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le mot antisémitisme, il a été créé justement pour les Juifs. Et ils ont dit, qu'ils sont inassimilables, que c'est des sémites, c'est pas pratiquement une race. C'est peut-être c'est une forme de racisme anti-juif. Mais sinon, en effet, c'est un terme qui a été créé pour les Juifs, pour la question juive. Alors, les questions juives qu'il y avait à cette époque-là, c'était les Juifs, même s'ils étaient assimilés, mais il y avait toujours ce côté où il y avait une haine contre les Juifs. On ne sait pas, on n'a jamais su. Et puis ça a abouti au plus grand génocide, et ça a abouti aux théories de Hitler, de nazisme. C'est-à-dire, bon. Aujourd'hui, bon, on a l'impression que ça ne reviendra jamais, mais vous voyez, même symboliquement, c'est terrible de savoir qu'on entend encore des actes antisémites aujourd'hui. C'est terrible, malgré l'existence d'Israël, et justement, très souvent à cause de l'existence d'Israël. C'est parce qu'Israël existe, alors on est encore plus... mais on est moins vulnérable quand même. Je pense qu'Israël, quand même, il y a une protection d'Israël. Et on se sent plus protégé, plus il y a cette fierté d'Israël. Bon, puisque je vous ai parlé du sionisme de façon générale, je vais vous dire 2 mots, puisque sur les femmes dans le mouvement sioniste. Est-ce qu'elles avaient c'est-à-dire, il y a une bonne réputation du point de vue féminin, du rôle des femmes dans le mouvement sioniste. Au début, elles étaient des pionnières, elles ont cultivé la terre. Bon. Mais ce n'était pas évident dès le début, parce que on voulait tout souvent les mettre de côté. Elles ont dû lutter pour avoir leurs droits, mais elles ont combattu, des femmes ont combattu pendant la guerre d'indépendance, elles se sont portées volontaires même dans les combats contre il y avait un bataillon britannique, contre le nazisme. Il y avait 30 000 juifs qui se sont portés volontaires, mais il y avait parmi eux, il y avait 4 000 femmes. Donc, elles ont combattu dans la guerre aussi, la guerre d'indépendance, ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. Donc, alors, quand il y a eu la déclaration par Ben Gurion d'indépendance d'Israël, voilà, elles ont eu, tout de suite, on leur a accordé les droits égaux, et on a décidé qu'elles feraient aussi l'armée à égalité avec les hommes. Mais il faut savoir qu'elles se sont battues par la suite, parce que il y a eu d'autres lois qui ont fait que d'abord les mariages et les divorces ont été, enfin, ils ont décidé que ce serait le statu quo et que ce serait religieux. Donc les femmes se sentent limitées souvent de ce côté-là. Mais il y a eu beaucoup d'avances du point de vue des droits des femmes. D'ailleurs, je dirais que Simone de Beauvoir était venue un peu en 67, avant la guerre, visiter Israël. Et elle voulait donner une conférence à l'université sur les droits des femmes
les droits des femmes. Et quand elle a visité les kibboutz, elle a visité toutes elle a rencontré des femmes, elle a vu alors elle s'est dit, bon, ben, je vais parler de littérature parce que j'ai rien à vous apprendre. Bon, c'était un peu exagéré, mais Israël était très en avance avant le mouvement féministe, en fait. C'est-à-dire avant le mouvement. Par la suite, bon, elle a pris du retard. Israël, on peut dire que, du point de vue de la condition des femmes, mais bon, ça a pris du temps, parce qu'il y a eu d'autres lois qui ont été... par exemple, il y avait une femme qui voulait être pilote, alors que c'était uniquement pour les hommes. Donc la Cour de justice a décidé qu'une femme peut être pilote, peut être combattante, si elle le veut, évidemment. Et il y a des lois contre le harcèlement sexuel au travail. Il y a beaucoup de lois qui font que les femmes les droits des femmes avancent beaucoup, mais il y a encore des lacunes, bien sûr. Et je vous dis, elles sont beaucoup dans les mouvements pour la paix, les mouvements pour la coexistence. D'ailleurs, il y a un des premiers mouvements de coexistence entre arabes et juifs, c'était des femmes. Et pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui apprennent l'hébreu, on appelait ça Nashim, femmes, au pluriel, les Ma'an, Dukiyum. Dukiyum, c'est duo, Dukiyum, ça veut dire coexistence, le mot coexistence. Et les initiales, c'est Nun Lamed Dalet, ça veut dire Neled, qui veut dire nous accoucherons. C'est-à-dire, c'est symbolique dans ce sens où le côté maternel, d'ailleurs, un des mouvements connus qui a eu beaucoup de succès, c'était les 4 mères, Arba Imaot, les 4 mères. C'était une mère qui a perdu son fils à la guerre du Liban, la première guerre du Liban, et qui a formé un mouvement pour l'évacuation d'Israël du Liban, qui s'est faite par la suite par Ehud Barak, si quelqu'un s'en souvient. Et donc c'est un mouvement qui a finalement a touché les cordes sensibles de la population israélienne. Donc les femmes... elles font beaucoup il y a beaucoup de femmes qui militent pour la paix. Je trouve que c'est... Bon, le fait qu'il n'y ait pas de paix, c'est peut-être que les femmes n'ont pas encore assez de pouvoir, mais peut-être que ça viendra. Bon, alors pour clore et pour résumer tout ce qu'on a... Pour essayer de résumer en quelques mots, donc le sionisme, c'est un mouvement un mouvement pour résoudre la question juive qui était terrible déjà au XIXe siècle face à l'antisémitisme. Donc le sionisme et l'antisémitisme, justement, quand on vous dit le sionisme égale l'antisémitisme, il dit c'est que le sionisme, c'était pour résoudre la question antisémite. Ça commençait par ce nouvel antisémitisme qui a pris au dépourvu les juifs intégrés, assimilés, qui avaient des droits, tous les droits. Puis tout d'un coup, on leur dit, mais vous n'avez pas... non, vous n'êtes pas... Vous êtes des juifs, vous êtes des sémites, tout d'un coup, vous êtes différents. Cette idée qui nous a en partie sauvés, c'est-à-dire on a toujours nos problèmes, la preuve c'est qu'il existe encore de l'antisémitisme, mais c'est quand même le fait que une si grande partie, la plus grande partie du peuple juif vit en Israël est déjà un grand succès du sionisme. Le fait qu'on ait un État, le fait qu'un État qui se défend, le fait que quand il y a s'il y a un juif qui est dans la détresse, il sait qu'il y a un endroit où aller, où on l'accueillera. D'ailleurs, vous pouvez le voir si vous voulez. D'ailleurs, je suis là pour vous accueillir, venir en Israël. Moi, j'ai fait mon alia et je pense que je ne l'ai jamais regretté. Je pense que c'est un pays où on peut... on vit, où on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent chez soi, on ne doit pas s'excuser qu'on est juif ou qu'on n'est pas juif, on est ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire, c'est pas Israël qui résoudra l'antisémitisme, c'est à la diaspora. En effet, c'est un problème de la diaspora. On a créé Israël pour résoudre alors bon, mais c'est ce que disait Herzl. Vous savez ce qu'a dit Herzl dans son livre L'État juif? Il a dit, écoutez, il a parlé, parce qu'il a vu que les gens de diaspora assimilés,
Il n'allait pas les convaincre. Il leur a dit, vous n'avez qu'à rester là-bas. Si vous voulez, convertissez-vous, faites ce que vous voulez, c'est rester nous, mais ceux qui veulent être juifs vont venir ici. Pourtant, il n'était pas religieux. C'était pas quelqu'un qui était, qui connaissait bon, il était très, très laïque. Mais il a dit, venez ici, ceux qui veulent rester juifs comme il veut, parce qu'il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a des façons d'être juif religieusement, il y a des façons d'être juif laïquement, ou bien avec du libéralisme. Il y a tellement de façons d'être juif, socialistes, de tous les communistes, vous voulez, de droite, de gauche. Alors, il y a tout. Venez ici, vous allez être bon, et on va se séparer. Parce qu'il y a ce côté-là, il faut se séparer. Si on vous vomit, comme il a senti que déjà en Europe, c'est bien avant Hitler, que l'Europe commençait à vomir les Juifs. Il n'en voulait plus. Il n'en voulait pas. Même les Juifs les plus intellectuels, ceux qui leur ont tellement apporté à l'Europe. C'est quelque chose d'incroyable. Ce que les Juifs ont fait à l'Europe, c'était vraiment l'essentiel de l'intellect et des intellectuels. C'était des Juifs, les écrivains, Alors, on peut dire jalousie, je ne sais pas, haine, je ne sais pas, irrationnelle. On peut, c'est-à-dire, vous dire pourquoi, c'est incroyable. On n'a jamais pu comprendre l'antisémitisme. Ça y est, vous savez maintenant un peu ce que c'est que le sionisme.